Donc on est le 30 juin, on a basculé sur le dernier jour de ce mois. Et donc bientôt le passage au mois de juillet et c'est comme ça. Donc je viens d'oublier le, la phrase d'entame et un peu la thématique autour de laquelle je voulais travailler. Donc c'est à peu près ça. Prendre les mêmes mots et recommencer. Ou plutôt prendre qu'est-ce qu'on peut faire avec les mots. Qu'est-ce que l'on peut faire de novateur, d'inédit, de transformateur, ou qu'est-ce que l'on peut faire avec les mots. Et j'avais pensé, avant de commencer à parler, j'avais pensé à cette chose. Alors j'ai un bouquet de mots, ça c'est bon, c'est pas très difficile à imaginer. On compose un bouquet avec des mots glanés ici ou là. Mais après, évidemment, on sait ce que deviennent les bouquets. Ça finit par faner, par ne plus ressembler à rien. Certains mots, voilà, donc peuvent nous attirer, nous tenter, nous appeler presque, mais une fois utilisés, ils, ils entament une forme de déclin. Ils commencent par dépérir. Alors, dépérissement des mots, comme le dépérissement des fleurs que l'on vient de ramasser, un peu contraint malgré tout, parce que on aurait, on aurait, on aurait aimé les avoir devant soi et ne pas être obligé de les cueillir parce qu'on sait ce que ça va devenir. Donc, quand on cueille une fleur, on abrège un peu son espérance de vie. Donc, c'est comme ça. Mais parler des mots, utiliser des mots, ces bruits de dehors, du dehors, interfèrent désagréablement. Là, c'est prendre des... Un peu... Je viens de voir une partie d'une émission sur des rénovations de maisons, donc j'emprunte l'image et la transpose directement comme ça. On arrive quelque part dans quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc passer par la période de ravalement, la période de... Il y a une sorte d'appropriation du nouveau, du lieu, d'un lieu inconnu, avec comment dire, des petites choses que l'on fait, on repeint, on refait la tapisserie, et ça y est, c'est déjà, on met ses meubles, et ça y est, on est déjà chez soi. Alors qu'en fait, c'était pas chez soi il n'y a pas si longtemps que cela, et puis finalement, on vient d'intégrer quelque chose qui n'est pas à soi. Ça va donner l'illusion d'être à soi, mais en fait, on va intégrer un lieu, on va y passer un certain temps, on va être que de passage. Donc on va se persuader qu'on est réellement chez nous, alors qu'en fait on ne l'est pas. Et donc les mots qu'on va utiliser, que je vais utiliser, ce sont des mots déjà utilisés par d'autres. Alors je pourrais avoir l'impression de les utiliser finalement d'une certaine façon, dans un lieu limité par définition. On peut mettre une chose dans un endroit
en imaginant que il n'y avait pas avant, il n'y avait pas une chose qui lui ressemblait ou qui aurait été placée au même endroit. Donc on va par des petites touches comme ça introduire un élément de singularisation. Mais dans l'absolu, dans le fond, il n'y a pas de changement. Les meubles peuvent changer de matière, d'aspect, de texture même. Ils ne changeront pas de fonction. Ils ne changeront pas tant que ça de place. Un meuble, une cuisine, ça appelle un mobilier particulier. Une salle de bain, ça appelle un mobilier particulier. Un séjour, pareil, et ainsi de suite. Donc, on va être d'une façon ou d'une autre, on va être dans la reproduction et dans la continuité. Donc avec les mots, on est dans la continuité. Quoi qu'on fasse, on vient s'ajouter au précédent locuteur, au précédent utilisateur des mots. Alors si je prends, j'avais pensé à essayer de faire comme Deleuze, l'abécédaire. Et finalement, évidemment, on va choisir de façon plus ou moins, comment dire, laisser le choix s'imposer de lui-même et non pas choisir parmi une, euh, une quantité de mots. Pour la lettre A, j'avais pensé au mot athée. Pour la lettre B, j'avais pensé à bévue. C, je ne sais plus, je pourrais mettre Constance. Aujourd'hui, je peux penser à Constance. En fait, je parlerai de la constance pour parler de l'inconstance. Ou alors, on peut être constant dans l'inconstance. Oui, on peut être aussi constant d'une certaine façon, inconstant d'une autre. Il n'y a pas moyen de trancher. Quand on se définit, fondamentalement, on se définit peut-être contre quelque chose, mais cette chose, on ne peut pas on peut pas l'expulser hors de soi, hors du monde, hors de sa mémoire, hors j'ai un ennemi, mais le mieux pour moi, c'est que cet ennemi disparaisse de ma mémoire. Mais si je continue de le voir ou de le revoir, même en le considérant toujours comme un ennemi, mais finalement, je crée une forme de présence. Voilà, il est présent malgré moi. Donc le mot athée, A-T, donc sans Dieu, on peut comme ça se revendiquer à Dieu, mais c'est dans une phase de sa vie, une phase un peu primaire, et on est comme ça dans les revendications, dans les affirmations tranchées et tranchantes. Je suis athée. Ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner pendant un moment, mais ça ne fonctionne pas. De toutes les façons, on est dans un monde dans lequel Dieu est présent. Donc soit on est pour, comment dire, on est en faveur, je sais pas, on est dans la continuité, soit on est dans la rupture, mais toujours par rapport à ce qui existe. On n'a pas inventé une troisième éventualité, une troisième possibilité ou une quatrième. On peut être déjà dans la troisième, mais on n'a pas un quatrième, encore moins une cinquième. On commence aujourd'hui à penser à une nouvelle physique qui pourrait n'avoir rien à voir avec la physique ancienne. Il est possible que, donc on pourrait découvrir peut-être, je pourrais dire, on pourrait découvrir un Dieu, quelque chose qui ressemblerait à une forme de quelque chose qui, Dieu, voilà, c'est Dieu finalement, il englobe, c'est la totalité de ce qu'il y a, de ce qui existe, de ce qui a existé, de ce qui pourrait exister. Dieu est une forme de totalité. Et comme il est facile pour quelqu'un qui se perçoit comme une forme de fragment,
finalement, il pourra avoir la nostalgie d'une totalité, on voit qu'on fait partie de quelque chose de plus grand que soi. Alors on pourrait pousser un peu le- la vision et voilà, et faire de l'être ultime quelque chose d'ultime, la force, la puissance, la forme ultime, ce serait donc Dieu, et appelons-le Dieu, ou appelons-le Théos, ou appelons comme on veut, ça ne change rien. C'est pas, Dieu n'est pas une histoire de sémantique, c'est une histoire, ça dépasse la sémantique. Dieu est la chose qu'on ne peut pas définir. Et si on essaie de définir Dieu, ce serait à partir de nous, finalement, de ce dont nous disposons. Et nous disposons que d'une partie de ce qui doit exister. Donc nous ne pouvons pas définir Dieu parce que nous risquerions de mal le définir ou de le définir de façon incomplète. Il y a la plus grande, quelque part, ce qui fait réellement Dieu, nous ne pouvons pas l'envisager, nous ne pouvons pas le conceptualiser. Aussi, donc, comment on peut progresser, si l'on peut parler comme ça, dans ce rapport avec Dieu. Et donc, athée, évidemment, ça confirme toujours. L'athée confirme, encore une fois, l'existence on s'oppose par rapport à quelque chose qui existe. On ne s'oppose pas, sinon on ne serait pas obligé de se définir. Voilà. Donc, l'idée, c'est à un moment donné, oui, dire, ça m'est arrivé, mais il y a déjà longtemps, penser, athée ou pas athée, c'est pas mon histoire, c'est pas mon affaire. Ça ne me concerne pas. Je suis hors de évidemment, cette fixation sur comment dire, sur le fait, l'adhésion, ou alors le niveau d'adhésion à une lecture de ce qui est devant nous, ce que nous appelons existence, réalité, vérité, toutes ces choses-là. Donc nous n'avons, pour ce qui est de Dieu, là déjà, je me suis contredit, pour ce qui est de parler de Dieu, on n'est pas dans la reprise. Donc, voilà, mon abécédaire à moi, ça aurait été parler d'une chose, et pour aller dans le sens contraire. La bévue, l'erreur, un peu l'étourderie, un peu manquer de présence, manquer de clairvoyance, manquer de avoir cette intuition et comment dire, avoir une forme de fausse intuition. Voilà, celle qu'on appelle aussi quelquefois une intuition contre-productive, une intuition. Donc voilà comment on peut les mots. Celui qui fréquente les mots, évidemment, et rapidement, il se noie un peu dans son propre, j'allais dire, océan sémantique, étymologique, etc. Il n'y a pas moyen alors, c'est vrai, nous avons besoin de nouveau de prendre
de réorganiser un peu pas la sémantique, mais de réorganiser un peu la vie des mots, l'usage des mots, le rapport aux mots, la fréquentation des mots, l'intimité et l'extimité avec les mots. On a besoin d'organiser tout ça. Et on le fait d'une certaine façon quand on veut créer une forme de division, de séparation entre ce qui est de la valeur et ce qui n'a pas de valeur. Et là, tout de suite, on est devant une difficulté sur quels critères on peut établir qu'une chose a de la valeur ou pas. Mais bon, c'est une autre discussion. En tout cas, c'est compliqué. Aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un qui parle, qui est plus jeune que moi, qui parle de la portée ou des répercussions d'une phrase ou d'un mot envoyé comme ça. Une forme de désintérêt de l'autre. L'autre qui se désintéresse de vous, qui le marque et qui vous l'indique par une petite phrase, une phrase toute banale mais qui fait de l'effet. C'est extraordinaire, c'est de voir à quel point une simple phrase peut vous faire un effet, peut vous causer une forme d'instabilité qui a de fortes chances de se prolonger. Alors, ça vous oblige, comme si vous aviez mangé quelque chose d'extraordinairement mauvais pour vous, et dans votre organisme où vous avez côtoyé un agent pathogène ou un autre, et quelque part cet agent pathogène a une telle et d'une virulence telle que ça vous je sais pas, ça vous oblige à vous arrêter, à vous allonger, à vous mettre au repos, et vous n'avez plus goût à rien. Un agent pathogène qui va vous infecter et qui va se multiplier à l'intérieur de vous. Donc voilà le mot, un mot, une sentence, une phrase envoyée comme ça, une critique, une insulte, une forme un coup porté à votre personne, un coup verbal évidemment. Et voici que cela vous atteint et continue de vous faire réagir. Et il y a de la surréaction, et la surréaction, et comment on fait. Donc, quand il y a une attaque microbienne ou quelque part il y a besoin le corps a besoin d'entrer en surchauffe pour essayer mais comment faire naître une fièvre mentale qui serait de nature à combattre l'agent hostile, l'agent qui s'est introduit en vous et qui cherche à vous nuire de l'intérieur. La chose que vous avez entendue, ça y est, elle s'est installée dans votre tête et ne le quitte pas.
Alors évidemment, cette chose-là a coïncidé avec comme j'avais parlé déjà de la question juive transposée et qui deviendrait et qui aurait pu devenir la question arabe. Et alors j'entends parler de l'homme révolté que j'essaie d'écouter et je n'arrive pas à me concentrer. La lecture audio est difficile à suivre. On perd la concentration, mais après, a priori, le style de Camus est un style qui ne va pas me convenir. Mais un style un peu dissertatif, ça va faire un peu comme quelque chose de scolaire. Or, l'homme révolté, il faudrait de l'émotion là-dedans. Elle est où l'émotion? Alors j'avais pensé donc l'homme révolté et j'ai transposé l'homme révolté à l'arabe révolté. Suite à ce que j'ai entendu, il a une tête d'arabe. Il a malgré tout une tête d'arabe. Il a bien sûr une tête d'arabe. Il a un prénom d'arabe et bien sûr ça va avec une tête d'arabe. De toute façon on peut changer. Il a une tête d'arabe et évidemment un prénom arabe. Il est arabe. Et bien entendu, donc, l'arabe révolté, ce serait quelque chose qui irait donc donner porter une parole, une réponse à ceux qui ne cessent de vous faire du mal à chaque occasion. Chaque fois, c'est très facile, la figure de l'arabe est très facile, on peut le dézinguer comme un rien, ça soulève aucune contestation. L'arabe, c'est l'être qu'on adore, qu'on déteste banalement, qu'on n'adore même pas. Ça vous fait même pas d'effet, même pas un petit effet. Évidemment, un arabe définitivement condamné à être autre chose, de pas du tout sympathique, surtout de vil, chose qui n'a pas de valeur, quelque chose qui n'est pas fréquentable, quelque chose, je dis une chose et je dis pas un être, une personne, c'est une chose, c'est ça le truc, ce n'est même pas un humain. Un humain, c'est de l'ordre de l'extra-humain. Quelque chose à l'extérieur de l'humanité. L'humanité telle qu'on la comprend, telle qu'on la conçoit, et telle qu'on la propage et qu'on la défend, c'est une humanité évidemment formée de semblables, une humanité centrée autour d'un territoire, autour d'un patrimoine et autour des choses qu'on appelle comme ça, des valeurs communes, etc., etc. Et tout ce qui lui est extérieur, et surtout quand il s'agit de gens habituellement considérés comme inférieurs, l'inférieur n'a pas à venir finalement n'a pas à jouir des mêmes droits, à jouir de la même terre. L'inférieur doit rester à l'abri des regards et finalement à l'extérieur. Et comment on rend extérieur, évidemment, avec la langue, mais il faudrait soit réserver un territoire, des territoires pour les extra-niés, il faudrait réserver des territoires. Donc des sortes d'enclaves, un peu comme la chose Bantoustan, comme, je sais pas comment c'est, Bantoustan, c'est donc rapport avec les Bantous. Alors je sais pas comment ça s'appelle, en tout cas c'est micro-État, imaginé par les séparatistes et les isolationnistes de l'Afrique du Sud,
les anciens Européens, quoi, immigrés européens, qui avaient imaginé cette solution pour créer voilà, des sortes de réduits dans lesquels on concentrerait les populations pour ne pas les avoir, pour qu'elles ne partagent pas le même espace. Après la ségrégation, il y a une ségrégation horizontale, verticale, il y a toutes sortes de ségrégations. Bien entendu, c'est toujours les gens qui oublient, qui finalement, qui professent ce type de discours, oublient que la ségrégation, elle les touche. Elle touche même les corps les plus uniformisés, les corps les plus homogénéisés. La ségrégation, c'est une donnée, les inégalités, pour le dire d'une autre façon, l'inégalitarisme est une donnée fondamentale. Et c'est pas parce qu'on forme communauté qu'on va déclarer illicite ou illégale toute forme de ségrégation socio-culturelle, socio-économique, socio-politique, etc. Donc, l'homme révolté. Alors, il y a toujours le problème de donc un appel peut-être à contribution, un appel à projet, un appel à participer à ce type de travail sur l'homme, l'arabe révolté. C'est vrai, moi j'ai été révolté par l'étranger, par l'entame de l'étranger. Si je me rappelle, aujourd'hui j'ai tué un arabe. Donc il faudrait une entame qui serait aussi marquante que l'entame de l'étranger. Aujourd'hui, on pourrait dire aujourd'hui j'ai tué un Français. Aujourd'hui j'ai tué un Européen. Comment peut-on inverser et finalement, mais ce serait un peu de la reprise, un peu de la paraphrase. Il faudrait une entame. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui l'ont fait sur le plan concret, qui sont allés comme ça tuer. Ah, on est passé du monde de la fiction au monde de la réalité. Et il faudrait quelque chose qui reste du domaine de la fiction. Même si aujourd'hui j'ai entendu encore une fois parler des événements d'Algérie après 1945. En 1945, où finalement les gens sont allés tuer de l'arabe de façon très, comment dire, très volontaire et ils ne se sont pas fait prier pour le faire. Donc il y a la chose qui complique finalement, au lieu de rester dans une forme de rapport comme ça frontal avec le français, il faudrait, puisqu'il y a le français tout court, et puis il y a le français, il faut insister, faut, pour dire le français qui est en France, qui est depuis plusieurs générations. Mais donc cette opposition, il faudrait sortir de ce face-à-face et élargir un peu. Et l'homme révolté, l'arabe révolté, deviendrait évidemment, l'arabe révolté, c'est pas 2011. C'est une forme de révolte politique, mais l'arabe révolté, c'est... Un arabe, c'est principalement un musulman, mais il peut être révolté. Il y a des manières de parler de la révolte qui seraient un peu trop attendues, trop faciles à deviner. Un peu. Faudrait comment parler de la révolte de façon différente, de façon singulière, de façon un peu inattendue, de façon l'arabe révolté. Ben, je pourrais imaginer, tiens, un arabe révolté, ouais, c'est l'arabe qui se coupe
dans une forme de sacrifice, dans une forme d'offrande de soi. Il s'arrache une partie du corps. Finalement, imaginons que ce soit un boucher ou un charcutier ou je ne sais pas quoi, il intègre des parties de son corps dans ce qu'il va vendre aux Français. Donc, il va se faire manger par petits bouts par des Français. De façon, il pourra dire, j'ai mon corps, finalement, mon corps, il est un peu partout, comme un peu le corps du Christ, d'une certaine façon, une hostie d'une autre façon. Voici un arabe christique qui offre son corps aux Français. Et forme de sacrifice ultime, comme cette idée que j'ai eue, donc on récupère un peu de son passé. Quand j'ai donné mon sang, je me suis dit, voilà, mon sang va se mêler au sang français. Parce que de toute façon, j'ai pensé, voilà, un peu comme toujours dans la transposition, c'est les gens qui ont donné leur sang pour la France. C'est-à-dire, c'était comme ça à l'époque. J'ai imaginé, je transposais quelque chose, je leur dis, je vais un peu plus loin dans la transposition. Donc en arabe, il faudrait quelque chose de particulièrement frappant et presque un peu insupportable. L'arabe révolté, évidemment, il ne peut pas porter atteinte à l'intégrité des Français. Ça a déjà été fait, ça n'a rien d'original, et puis ça, c'est un... il n'y a pas d'issue à ce type de... Ça n'offre rien de bien... Il faudrait en même temps quelque chose qui serait porteuse d'une... qui ferait réfléchir de façon inédite une fois. Donc les mots, pour ne pas spoiler totalement mon sujet, alors je vais passer à autre chose. Alors quelque part il y a, qu'est-ce que l'on peut dire? Je vais essayer de voir l'heure qu'il est, combien de temps. Nous sommes, pour parler de tout le monde, là je me fais porte-parole, tout le monde, on est dans une forme non pas de crise, non pas de difficulté, mais on est toujours devant quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre. Une forme d'interrogation qui ne reçoit pas de réponse. Tout à l'heure, j'ai pensé, encore une fois, je me suis dit, voilà, les journées passent et repassent et rien ne change. Alors, est-ce qu'il y a moyen de dire que l'être humain, alors j'imagine l'Adam premier, l'Adam originel, il est l'Adam, il est l'être fait d'argile. Alors j'imagine que l'idée est apparue dans un pays où il y avait que de l'argile, Mésopotamie, choses comme ça. Alors j'imagine, je sais pas, dans un pays comme la Grèce où on utilisait plutôt de la pierre pour sculpter les divinités, pour donner vie aux divinités ou pour donner figure aux divinités. Là, normalement, je sais pas. Donc on va dire, pourquoi l'argile? Pourquoi pas le marbre? Pourquoi pas quelque chose? L'argile, c'est vrai, c'est quelque chose de mou que l'on peut reprendre, qu'on peut corriger plus facilement qu'avec une... Si par exemple on fait un faux mouvement, si on a impossible de faire un quelconque repentir quand il s'agit de marbre ou de matière solide comme ça. Tandis qu'avec l'argile, on peut faire des reprises, on peut rajouter de l'argile, donc jusqu'à obtenir quelque chose qui nous satisfait.
Donc j'imagine que Dieu s'y est pris plusieurs fois avant de réussir à faire la dame de ses rêves. Donc il a fait la dame, et la dame originelle. Alors, d'abord, il est d'une certaine façon, je ne sais pas ce que je voulais dire, mais en tout cas l'être humain qui est le fils ou l'héritier de la dame originelle, il est là comme souvent dans les certaines dogmes assez classiques, on dit qu'on est là pour, pour réaliser une forme de montée, d'ascendance, pour mériter monter jusqu'au stade où l'on pourra recevoir on pourra être sauvé, ou on pourra mériter de figurer parmi les élus. Après la phase du jugement dernier et de la pesée des âmes, etc. Quelque part, il y a une chose, d'une certaine façon, on se dit, tiens, je suis un être émotionnel, je suis guidé par mes émotions, par mes hormones, etc., etc. Donc je suis pas doté d'un véritable libre arbitre. Et puis je suis guidé par ce que j'ai reçu dans mon enfance, par quoi on m'a rempli, par les différentes visions du monde que l'on m'a inculquées. Donc je suis pas l'être. Donc en fait, je fais que suivre une forme de programme ou de prédestination. Alors, à 20 ans, je pouvais dire une chose. Je pouvais la dire avec beaucoup d'assurance, et finalement ne tolérer aucune contestation, aucun contre-argument. J'avais une conviction telle, j'étais sûr de moi. Et même plus tard, ça a continué. Il y a un moment, on ne peut pas dire forcer, personne ne vous force. C'est juste que vous commencez un peu à voir un peu plus grand. C'est pas, comment dire, par élimination, enfin, comment on pourrait dire, par un sens pour une forme ultime d'adaptation au réel. Donc, moi, je m'affaiblis, donc je prône un peu une forme d'attention, de bienveillance de la part des gens forts. Non, c'est pas ça. Je fais pas appel à la bienveillance. Je dis que la chose à laquelle on croit à un moment donné, elle finit on finit par ne plus accorder autant de crédit, et finalement, on finit par se rendre compte que on avait été dupé, on s'est auto-dupé quelque part, on s'est fourvoyé. Donc, puisque un acte égal, finalement, ça coûte un prix. Il y a un prix pour chaque acte. Il est possible que l'isolement soit le prix à payer pour un certain nombre d'actes. Actes de rejet, de renonciation, de défiance, de ceci, de cela. Donc la solitude et le fait de se retrouver bloqué à l'intérieur de soi-même, incapable d'envisager un autre rapport aux choses. Non,
toujours à dialoguer avec soi, ça montre à quel point les choses sont relativement euh, sont dans un état alarmant. Donc il faut simplement, il y a des choses que l'on fait, que l'on ne fait pas surtout, ce que l'on ne fait pas, parce que il nous manque un petit, une petite motivation. C'est vrai, on aimerait toujours avoir une carotte. Oui. Avoir une carotte comme ça, au bout d'une perche, et toujours avancer pour essayer d'attraper la, pour essayer d'attraper la fameuse, la fameuse récompense ou la fameuse euh, gâterie ou la fameuse la chose que l'on désire et qui, comme ça et qu'on n'arrive pas à mettre et qu'on n'arrive pas à attraper. En fait, pour parler de façon assez basique, on aimerait que les choses tombent d'elles-mêmes sans avoir à faire le moindre effort. Ça, c'est un type de phrase qui finalement ne doit pas être reprononcé parce que ça n'offre rien. Ça offre juste euh, quelquefois le fait de reproduire, de répéter quelque chose qu'on a déjà entendu, qu'on a déjà dit, vous fait va finalement comme si vous citiez un texte, mais que vous avez appris par cœur, donc vous le citez bien, mais vous ne l'avez pas compris. Mais ce qu'on vous demande, c'est d'abord de le savoir par cœur. Et voilà, donc vous savez certaines choses par cœur, mais vous ne savez pas les appliquer. Ou vous ne les avez jamais appliquées. À quoi bon les redire une fois de plus? Mais surtout, que quelque part, le fait de répéter, ben, ça crée une forme d'apaisement, une forme de... Ça vous... je sais pas. Paradoxalement, oui, au lieu de ça, d'inciter à l'action, ne serait qu'une action un petit peu de rattrapage, mais rien. Il se passe rien. On se contente de citer et après, on fait rien. Donc, l'exemple, c'était la musique africaine. Des années très très longtemps, j'ai rencontré la musique africaine, la danse africaine, mais après des années, j'ai beau entendre la danse africaine, je ne suis même pas allé me renseigner. Pourtant, c'est dans mon périmètre le plus proche, d'habitation le plus proche, mais pourtant, non. Et encore, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu. Et j'aime le son du tambour, de la percussion. J'aime ça et ça me parle. Mais je sais pas, parce que quand je l'ai fait, et j'étais dans un milieu où il n'y avait que des filles, il ne s'est rien passé. Voilà. Dans un milieu comme ça de filles, quand vous êtes le seul garçon, et à côté de vous, il y a des dizaines de filles, et ben, fondamentalement, si vous n'arrivez pas avec une fille, après toutes les filles, elles se tiennent à distance, dans un réflexe un peu de, je sais pas. Toujours le problème. Euh, aïe, 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 il faut que je m'arrête. On est dans une forme, on peut appeler ça progression, de marche vers la formulation de quelques conclusions pour
ne pas dire vérité, conclusion, comme ça, définitive. Voilà mes conclusions. Toute ma vie, voilà ce que j'en ai déduit. Bon, ça peut te sembler peut-être léger, pas très, pas très pertinent, pas très original, mais c'est ça. Donc fondamentalement, quand on parle du voyage dans le temps, évidemment, ça peut être uniquement métaphorique, mais on imagine que l'on puisse aller voir non pas le résultat d'un acte, voir si ce qu'on a fait va nous être bénéfique ou pas, mais plutôt le résultat d'une parole ou le résultat d'un acte qu'on n'a pas fait. Pas les actes qu'on a fait, mais ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on s'est retenu de faire. Et le plus important, c'est dans le plus fourni, c'est cet aspect-là des choses. Les choses auxquelles on a renoncé. Après ce qu'on a fait, on l'a fait. Mais après les paroles qui vont finalement nous faire partir sur une déviation ou une autre. Ils vont nous sortir du chemin, de notre chemin, le chemin de notre vie. Alors, une parole crée une déviation, comme on dit, crée une forme de rupture dans le réel, ou j'en sais rien, en tout cas dans le domaine de la science-fiction, dans les mondes dans les possibles, les alternatives ou les mondes parallèles. Donc chaque acte conduit, ou certaines choses conduisent à créer des ruptures, créer un nouvel embranchement, et cet embranchement est un embranchement différent. J'ai pris cette rue et je ne l'ai pas prise. La différence, c'est quand je l'ai prise, j'ai rencontré une personne, et évidemment, ça a conduit à quelque chose, je ne l'ai pas prise ce jour-là. Imaginons qu'on soit dans des rues très proches, et que je décide, par exemple, voilà, la première à droite, au lieu de prendre la deuxième à droite. La personne que je pouvais rencontrer et reconnaître, et avec laquelle j'aurais pu faire un bout de chemin, finalement, je ne l'aurais pas rencontré. Mais ce qui est important, et à souligner là tout de suite, il y a un argument contre cela, c'est de penser que les gens qu'on rencontre, finalement, il y a des rencontres qui n'auraient pas dû avoir lieu. C'est ça le problème. C'est qu'au lieu de faire d'une rencontre quelque chose d'extraordinairement profusionnel, ou que cela vous inonde en diverses inspirations, diverses pensées, diverses non, vous vous en sortez un peu transformé, mais pas tant que cela. Alors, si ce ne sont pas les rencontres qui font de vous un être qui finalement s'enrichit et a une vie qui se complexifie, qui intègre de nouvelles choses, puis finalement qui intègre tout en se débarrassant. Un corps qui mue, voilà, un corps, un esprit, une imagination qui mue, voilà, si on parle de mue, évidemment, on peut parler d'êtres qui muent, qui pourraient peut-être muer indéfiniment, je ne sais pas, le homard qui peut vivre centenaire, donc est-ce qu'il va continuer de muer toute sa vie, pendant tout un siècle, ou est-ce qu'il peut vivre au-delà d'un siècle? C'est bien possible, mais peut-être que les mues vont s'espacer
Évidemment, c'est pas une image très exacte, la mue, parce que le corps devient trop comprimé, il grandit. Et donc la carapace, il faut s'en débarrasser pour euh, laisser venir une carapace plus adaptée à, à l'état, à, à ce développement du corps. Donc, comment peut-on se débarrasser de quelque chose qui finalement nous comprime? Il faudrait muer. Il y a des êtres avec lesquels vous pouvez penser avoir mué, mais après un certain temps, vous vous rendez compte que non. Ça a été une fausse, ça a été qu'une impression. Ou alors vous n'avez pas mué complètement. Ou alors vous finalement vous êtes retrouvé entre deux mues, une partie complète, une partie pas complète. Vous êtes un être qui est resté entre deux réalités presque. Donc la rencontre, tout le système basé sur cette idée des réalités parallèles, finalement s'effondre, puisqu'il devient inintéressant, puisque le plus important, c'est pas ça. Le plus important est toujours la question de qu'est-ce qu'on fait là. Simplement aussi, je veux être objectif, je dirais, cette question n'intéresse que moi. Et accessoirement, évidemment, peut intéresser quelqu'un qui serait de mon espèce, qui serait aussi un peu dans ce type de questionnement. Mais cette question n'intéressera jamais un chat. Un chat ne s'intéressera jamais à cette question que moi je me pose. Peut-être qu'il a des questions existentielles, mais formulées de son point de vue de chat. C'est ça le problème. Donc, tout cela, et je ne pourrais pas dire que c'est un gaspillage de temps, un gaspillage d'énergie, un gaspillage de bits informatiques. Non, c'est aussi tout cela. En fait, il n'y a pas de sens. On n'est pas là parce qu'on doit accomplir quelque chose. On n'est pas là parce que l'on doit se préparer ou faire en sorte de s'élever. Il n'y a pas d'élévation possible. Il n'y a pas d'autre monde, ou alors ce ne sont pas tels qu'on les imagine. Et évidemment, il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a rien de tout cela. Et encore le dire ne résout pas la question. Mais simplement, c'est les choses qu'on dit sont des choses j'allais dire, dirigées vers soi. Et on ne sort pas du soi. Le rapport au monde s'effectue à travers soi, à travers nos sens, à travers plein de choses qui nous définissent, mais les autres êtres vivants. Est-ce que, par exemple, d'une certaine façon, on peut poser la question, je parlais tout à l'heure du bouquet, imaginons qu'on décrète que des fleurs sont des fleurs vraiment à protéger. Est-ce que la fleur va être reconnaissante? Est-ce qu'elle va se rendre compte qu'on la protège du piétinement des promeneurs, quelque part, qu'on décrète des espaces, comment dire, réservés, qu'on indique qu'on n'a pas, qu'on mette même un champ de mine pour interdire de passer, je sais pas, toute cette enclosion ou toute cette fermeture, cet espace, cette chose, il ne faut pas la faire, cette chose, il faut marcher dans les sentiers ou sur les sentiers, il faut, comme on dit, il faut marcher dans les clous, même dans la nature où il n'y a pas d'impératif, où il n'y a pas de nécessité à marcher
dans le pas des autres, eh ben, vous devez marcher, vous devez suivre un chantier. Moi, j'ai toujours pensé que le sentier était là pour vous guider et non pas pour vous imposer de l'emprunter. Je pensais que, évidemment, libre, on est toujours libre jusqu'à un certain point, mais quand même, bah alors, un endroit qui est à être piétiné parce que machin. Donc, fondamentalement, on se pose la question. C'est nous qui décidons qu'une forme de vie doit être protégée ou pas. Mais après, voilà le problème. Donc, tout ce que l'on pourra déduire ou finalement comprendre ou intuiter, si on ne peut pas en profiter pour acquérir un avantage quelconque, ça ne sert à rien. Si parmi la communauté des hommes et des femmes, finalement, à force de pratiquer les mots, je finis par acquérir une capacité et un pouvoir sur les mots, et bon, je deviens quelqu'un qui intéresse les gens, voilà. Donc, c'est intéressant, puisque ça pourrait être intéressant pour moi, si j'ai besoin de cela, de voir des gens venir vers moi et d'une certaine façon se comporter avec égard, etc. Comme j'ai pensé à quelqu'un qui était dans la chanson et qui est dans l'écriture et qui est, parce que il a écrit des choses et finalement il est invité. Il devient une personnalité publique du monde de la littérature après avoir été était un chanteur. Ah, tout ça, évidemment, ça fait partie de la culture, mais il a franchi une étape supplémentaire. Donc, il n'y a rien. Mais le dire n'est pas du tout, satisfaisant. On n'en tire rien. Aucune consolation. Bien entendu, on se sent encore plus démuni qu'auparavant. Mais ce sont là que des mots. Donc je dis des mots, mais après je suis plus tout à fait dans la concentration. Je vais arrêter à 1 heure. J'ai essayé de parler pour voir pour voir un peu pour taquiner un peu les mots. Rien de plus, il n'y avait pas d'intention autre que celle-là. Je voulais m'entendre parler et sonoriser un peu l'espace autour de moi, que ce soit ma voix et non pas la voix venant d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est toujours compliqué. Hein. Comprendre à partir de quel moment on comprend pour se mettre à appliquer cette chose qui fondamentalement revenir à une expression peut-être cool, c'est dire ne pas, il faut être dans une forme d'atténuation, cool, froid, il faut être dans une forme d'atténuation, il faut jouer sur le désir, il faut domestiquer et savoir se rendre maître de son désir, et surtout du côté de l'excès. Quand on a un excès, quand on est un peu du côté de l'excès, un excès quelconque, l'excès de quand on fait un peu dans le trop par rapport à une chose, on a un pouvoir, et ce pouvoir, nous allons l'exercer
et nous n'allons laisser aucune place pour les autres. Nous allons vraiment être dans la mise, comment dire, l'écrasement nous voulons être les maîtres. Les maîtres, les puissants, les dominateurs, les ceci, les cela. Donc l'idée est que dans ce combat qu'on mène contre soi-même et contre les différentes lubies et les différentes finalement non pas erreurs mais différentes comment on peut appeler ça, les scénarios que l'on se fait. La toile des réalités dans laquelle on s'enferme, qu'on tisse autour de soi, la fiction, le roman, tout cela qui comprendre ce qu'on est en tant que vivant, en tant que membre d'une communauté des vivants, la communauté des objets, la communauté des corps en continuelle transformation, des corps qui changent, comment l'on peut se réconcilier avec ou se concilier avec soi-même et avec ces différents procès que l'on se fait par rapport à ceci ou à cela. Et, toujours un peu orphelin d'une gloire qu'on a voulu être, comment dire, qu'on a voulu. On s'imagine toujours des destins, je sais pas. Simplement, quelquefois dans le fait d'être réduit à une forme d'isolement vous donne la possibilité de réinterroger un peu tous vos fondamentaux, vos paradigmes et un peu votre manière de faire, etc. En dehors du fait que l'on constate que l'on s'est beaucoup trompé, après comment l'on peut rectifier quelque chose, au moins une chose ou deux, voire trois, si l'on est un peu ambitieux, deux ou trois petites choses que l'on pourrait rectifier. Mais on demande quand même l'aide des autres. Il est possible d'apporter du réconfort, mais on ne sait pas comment faire. À autrui, mais on ne sait pas comment faire. Comment échapper à cet enfermement qui vous fait penser ou vivre comme quelqu'un qui n'a plus d'utilité pour personne. Donc il faut sortir de cela. Voilà, une série de questions, il y a plein de questions. Là, il s'agissait pour moi de parler, évidemment, j'ai encore le parler arabe et le timbre arabe, et ça me fait, j'allais dire, ça m'enrage d'avoir cette tout à l'heure j'ai cru entendre quelqu'un qui a un filet de voix arabo-algérien, un acteur qui sévit en France, et voilà, il y a un côté un peu, comment dire, il y a un côté amplificateur, je sais pas comment dire, une forme de grossissement, je pense, des voyelles ou des consonnes. Il y a un côté, ou je dirais des voyelles, il y a un côté qui vous fait
un peu penser à de l'algérien, voilà, ça c'est de l'algérien. Mais les Arabes, les Berbères, tout cela, ont ont un français qui n'est pas des plus percutants. Un français sur une note, une note comment dire, basse. Ce qui fait que c'est beaucoup moins, c'est beaucoup moins, ça vous fait parler plus doucement et vous fait passer pour un doux alors que vous n'êtes pas un doux. Alors que vous venez de dire quelque chose d'énorme, mais sur un ton doux. Mais pourquoi cette douceur qui vous colle à la peau, cette voix douce alors qu'on l'aimerait, percutant. Ah, je vais te prendre la tête, je vais t'envoyer balader là, je vais t'écraser comme une chie. Je vais te faire chier tes tripes, je vais te prendre. Quelque part à travers la voix, faire un peu entendre la hargne. Comment être hargneux sans avoir un accent arabe. Oui, voilà, et la hargne, elle est du côté de ces ados qui ont déjà, qui sont ados et pourtant ils ont cette grosse voix, cette voix de mâle que vous, mâle depuis longtemps, vous n'avez pas. Et donc ils peuvent impressionner quand ils parlent en français. Évidemment, si vous parlez votre langue maternelle, il n'y a pas de problème, vous êtes dans le bon ton. Vous êtes dans la bonne médianité. Mais en français, ça vous fait un peu, ça vous place dans une catégorie secondaire. C'est tout simple. Donc entendre un peu son timbre vocal, voir si l'on peut. Quand la voix est enrouée, ça va. La voix enrouée, c'est beau. Mais on ne peut pas avoir la voix enrouée tout le temps. Alors, ça vous fait quitter la tonalité arabe. Ah, voilà. C'est dit, simplement, on aurait aimé pouvoir agréger des gens, des potentialités pour travailler sur des thèmes et d'autres. Travailler avec la voix, travailler les mots, un peu faire naître des configurations, des réalités, des dimensions, matérialiser quelque chose, tout en n'oubliant jamais que ce que l'on va matérialiser, ce n'est que la reprise, ce sera toujours quelque chose qui aura été déjà entamé par le passé. Comme si on prend, par exemple, simplement pour finir sur cette note, on prend les auteurs anciens, les auteurs latins, on se rend compte que il y a plein d'éléments qu'on pourrait, sans problème, faire passer pour quelque chose de contemporain. Voilà. Il y a des éléments de contemporanéité chez les auteurs antiques. C'est bizarre, parce que certaines choses sont transtemporelles, sont éternelles, et on ne peut pas les dater, ça. Voilà. C'est des choses assez intemporelles, voilà. Donc, quelque part, il y a moyen de... Ça me fait... Le mot intemporel me fait revenir une fille qui était dans la création, ce qu'on appelle la création, et qui avait utilisé sans réellement de nécessité, sans vraiment un très très bon contexte, mais qui a utilisé le mot intemporel. Donc je lui rends hommage ce soir en reprenant son mot intemporel. Ouais. Il y a moyen toujours un peu de repousser les limites, de repousser les frontières. Évidemment,
c'est pas toujours évident. Quelquefois, on repousse les frontières et le voisin d'à côté, ben, il s'en rend compte, et puis ça déclenche des conflits. Mais on essaie un peu, quelquefois, pousser ses propres limites dans son propre univers. Là, il n'y a pas de voisin, il n'y a que soi. Et se dire, là, je suis arrivé à une limite, je vais arrêter de parler, mais je vais encore rester encore un peu. Manière de... quelquefois, quand la fin approche, on n'a pas envie de la rendre, de la précipiter. On a envie de rester encore un peu. Qu'est-ce qui peut naître de ma bouche comme chose que je n'aurais pas dite déjà auparavant, une chose que je n'aurais pas énoncée, quelque chose que je n'aurais pas soulevé d'une manière ou d'une autre. Moi, je trouve pas. Simplement, les choses, il y a pour finir peut-être, parler de ça, quelque chose qui vous empêche d'avoir accès à vous-même, ou à une partie de vous-même. Une partie de vous-même vous devient inaccessible, interdite. Et puis il y a une forme de séparation, non pas d'exil hors de soi, il peut y avoir d'exil hors de soi. Là aussi, c'est un peu comme, mais l'exil, un peu comme un réflexe de survie. S'il revient en soi, à l'intérieur de soi, on risque d'y laisser sa peau. Parce que c'est dangereux comme terrain, c'est dangereux comme réalité. Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a des choses qui vont se passer qui sont des choses tellement horribles, tellement fortes, que rien ne peut y résister. La façon que nous avons, le rapport que nous adoptons, en tout cas, c'est comme ça que ça apparaît vis-à-vis de nos catastrophes et de nos drames personnels. C'est pas... Il y a une manière de se couper d'une partie de soi et de faire le sourd et de l'ignorer. J'ignore un peu, voilà. J'ai conscience d'avoir vécu un drame, mais je me comporte comme si... tu te comportes comment? Je me comporte. Alors mon petit, où tu vas? Ah, j'ai une commission à faire. Qui t'a demandé? C'est quelqu'un. C'est quoi la commission? La commission. Ah mon petit, tu vas où? Je vais quelque part. Pourquoi t'as l'air si pressé? Ben parce que on m'a dit de revenir vite. Tiens, mon petit, assis-toi. Assis-toi, je te dis. Il n'y a pas de quoi se presser. Assis-toi, j'ai une histoire à te raconter. C'est l'histoire d'un homme qui est allé très loin. Il y a quelque chose qui l'a appelé. Je sais pas. Il a essayé, il a vu une lumière, il a essayé de s'en rapprocher. Et plus il s'en rapprochait, plus la lumière s'éloignait. Donc il a continué d'avancer, toujours en essayant d'attraper la lumière. À un moment, fatigué, il s'arrête. Il regarde où il est. Il se rend compte qu'il est dans un pays qu'il ne connaît pas. Il se rend compte qu'il est dans un monde inconnu, un monde totalement étranger. La nature, le relief, la nature, les bruits, les odeurs, il ne reconnaît rien. Il est inquiet. Et d'un coup, il est totalement...
ils se sont perdus. Il a envie d'appeler au secours. Donc l'homme qui est allé, il a fini par revenir, mais ça lui a pris beaucoup de temps. Presque toute sa vie, le temps de revenir. Aujourd'hui, il revient. Tu sais, petit, de mon temps à moi aussi, on me demandait d'aller faire une commission. Comme toi, on m'envoyait chez l'épicier, chez le laitier, chez le crémier, chez le boucher. Je faisais des commissions. Après, on me donnait une petite récompense. Quelques piécettes ou une petite gâterie. Ou on me faisait plaisir. Et j'étais doublement content d'avoir fait la commission, faire plaisir à quelqu'un et puis d'avoir reçu une récompense. Mais j'étais sérieux. Je faisais les choses sérieusement. Je prenais pas l'argent qu'on m'avait confié pour aller m'acheter quelque chose et puis ne jamais revenir. Ah non, je faisais la commission. Si on me donnait une grosse somme pour acheter une chose, ben la grosse somme, j'achetais avec, puis je rendais la monnaie. Ah, j'étais quelqu'un de très... J'étais honnête. On pouvait me faire confiance. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais beaucoup de commissions. Et toi, c'est pareil? Tu as beaucoup de commissions aussi? Ah oui, j'ai beaucoup de commissions. Mais à mon tour de te poser des questions. L'homme dont tu parlais, c'est toi? C'est moi. C'est moi, c'est ma vie. Tu sais, petit, quelquefois, on pense que plus loin, ailleurs, il y a des choses intéressantes à connaître. Finalement, on se dit, je serais mieux ailleurs. En fin de compte, on n'est pas mieux ailleurs. Et en fin de compte, on revient vers les lieux de son enfance et on y revient un peu fatigué, un peu âgé, tu vois. Tel que tu me vois, j'ai plus beaucoup de force. Alors je ne sais pas. Je me pose la question. Fallait-il partir ou fallait-il que je reste? Toi aussi, à un moment, cette question va être posée. Que faut-il faire un jour quand on est tenté par le fait d'aller attirer, curieux, ou avec quelque chose bien en tête, quelque chose de très précis, un rêve, un souhait, on va au-devant de ses rêves. Mais souvent, les choses ne se passent pas comme on les a imaginées. Alors, partir ou rester? Je pense que c'est pas aujourd'hui que tu te poseras cette question. Mais quand viendra le moment, essaie de bien réfléchir. Ne pars pas comme ça sur un coup de tête. Ne pars pas derrière les lumières qui brillent, les feux follets, les promesses qui miroitent. Ne te laisse pas séduire par. Ne te laisse pas séduire facilement. Résiste un peu. Prends le temps. Alors, ce conseil est gratuit. Si tu l'oublies, ce n'est pas grave. Après tout, chacun de nous doit faire les choses par lui-même, apprendre et voilà, apprendre dans la douleur ou dans la joie ou dans l'aisance, apprendre par soi-même, un peu refaire le chemin que les autres ont fait. Chemin de croix, le chemin
sait jamais. On ne sait jamais ce que l'on va vivre, ni ce que l'on va rencontrer, ni ce à quoi on va être exposé. Et voilà. Je te souhaite quand même que cette chose-là soit la plus lointaine possible. Reste. Fais ton travail de commissionnaire. Voilà. Fais plaisir aux gens. Et fais-toi plaisir aussi. C'est précieux, ces moments-là. Moments d'insouciance ou les moments pendant lesquels on pense que tout est possible. On est plein d'enthousiasme, on est plein de... Ouais. Je te laisse. Allez, ta commission. Allez. T'es un bon garçon. À bientôt. À bientôt. Voilà comment ça se finit. Ce petit truc de rien du tout. Et c'est comme ça que l'on essaye. C'est compliqué d'installer quelque chose. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est pas ça. On tombe un peu sur des choses toutes faites. Et évidemment, ce n'est pas du tout convaincant pour moi en tout cas, mais bon voilà, opposé, toujours opposé. Peut-être que la vérité est au centre, peut-être qu'il n'y a pas de vérité, peut-être qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire et que l'erreur, en fait, ce qu'on fait, qu'on considère comme une erreur, n'en est pas. Pas une erreur. Ça n'a pas d'importance. Que tu fasses les choses comme il faut, ou que tu les fasses ou pas. C'est une question de point de vue, c'est une question d'endroit, c'est une question de position. Après, quelle est la différence? Il n'y a pas de différence entre bien faire et mal faire. Dans le fond, tout cela s'équivaut, tout cela va connaître la même fin. Ouais, la fin qui nous attend. La fin ou la transformation, de toute façon, le changement qui nous saurait tarder. Muer, encore une fois, une mue d'une autre façon. S'il faut, et bien sûr, on est obligé de passer par là, il n'y a pas moyen. Donc, autant prendre les choses avec, comment dire, sans lutter, sans se raidir, voilà, tranquillement. Je vais disparaître comme ont disparu d'autres gens. C'est comme ça. Ça n'aura rien de dramatique, ni ça se fera. Ça aura lieu et peut-être il y aura quelqu'un pour me regretter ou pas. Mais c'est pas important. Je peux repartir sur l'idée. Demain, j'annonce que je vais mourir demain. Alors dis-moi comment à quel point tu vas me regretter. C'est compliqué, hein. J'ai personne à qui annoncer cela, demander cela. Et puis finalement, les gens qui me regrettent pas de mon vivant, ce serait un peu difficile d'imaginer cela après ma mort. Je suis là, pourtant personne ne semble se souvenir de moi, alors quand je vais être mort, en tout cas administrativement parlant, il y a de fortes chances pour que cela continue. Je suis un ignoré royal, un ignoré définitif, un ignoré absolu. Bon, au moins je suis quelque chose, au moins je suis
quelque chose. L'être qu'on ignore, qu'on sait ignorer, qu'on excelle dans l'ignorance, qu'on excelle dans le fait de l'ignorer. Après, il faut bien exceller dans quelque chose, hein, même dans l'art de l'ignorance, de l'inamitié, l'art du non-souvenir, de la non-trace. Alors voilà, donc j'ai fait ce que j'ai pu, ou en tout cas, ça n'a rien de bien particulier, c'est comme ça. J'aurais aimé que ça soit un peu plus... Ça n'a pas fonctionné. C'est compliqué, les gens parlent, souvent les gens parlent avec des choses, en disant des choses très claires. Comment dire, vous parle d'une recette, d'une façon de faire, répondre à une question, et moi je n'ai rien de précis à communiquer, simplement qu'il y a des tons. Les tons ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas de la même, comment dire, il y a des tons qui vous sont alloués et qui finalement vous permettent de faire des choix. Il y a des temps où finalement votre capacité est réduite. Vous n'avez plus tellement de choix. Ou peut-être c'est comme ça que vous le voyez, mais vous voyez que votre même votre pouvoir ou votre capacité à imaginer, à rêver, à être à l'extérieur de vous-même, finalement à vous dépasser, finalement cette capacité se rétrécit. Ce dont la vie vous prive, c'est ça, c'est d'être dans une forme d'absolue confiance, de pas, et d'une façon d'être dans la capacité de s'enthousiasmer. Je reprends évidemment un terme très classique, l'enchantement, la capacité de s'enchanter. Je parle même pas de se réenchanter, de s'enchanter, de continuer de s'enchanter. Pas de se réenchanter, mais de s'enchanter. En perpétuel, vivre dans un perpétuel enchantement. Et évidemment, le mot qui va avec, émerveillement, être capable d'avoir un rapport plein aux choses, ne plus considérer que, voilà, il faut pratiquer une forme de retrait. Ça ne sert à rien, cette distance que l'on voudrait instaurer entre soi et le monde. Non, être capable de retrouver l'enthousiasme qu'on avait il y a longtemps, l'enthousiasme. Et finalement, les propos inconséquents, les propos presque... les propos libres, les propos presque irresponsables, voilà, et que l'on se mette de nouveau à divaguer, à imaginer, à errer, à faire de feu, de tout bois, tout feu, tout feu de tout bois, et faire feu de tout bois, et ne pas s'empêcher ou se priver de quoi que ce soit. Voilà, une forme de liberté absolue et sans contrainte, sans être arrêté par quoi que ce soit. Oui, ou presque. C'est un peu de la réécriture, tout cela. C'est un peu
Donc je parle des choses du passé et que finalement ça n'a jamais été comme ça. Mais bon, je réécris un peu. Donc la réécriture de son propre, de s'imaginer ce qu'on aurait, ce qu'on aurait été, alors qu'en fait on l'a jamais été, mais ou d'imaginer, voilà. Donc ce qui fait que l'on, un peu en une forme de création un peu à côté, et une forme de mais pourquoi pas? Pas de limite, comme on dirait l'autre, jouissant sans entrave, bien entendu.